Émerveillez-vous, vous êtes à Tanger. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui sur Radio Les Insolites, depuis la Maison de Tanger, un très bel hôtel à découvrir que je vous conseille, un invité de prestige, Monsieur Denis Fada. Bonjour Denis, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. Nous allons parler littérature, francophonie, voyage. Je vais dire quelques mots sur vous pour nos auditrices et nos auditeurs. Vous êtes né à Beaune, en Algérie, et je ne donnerai pas votre date de naissance pour rester galante et élégante à votre égard. Vous êtes universitaire et fonctionnaire international français. Vous avez reçu l'Ordre national du mérite en 1995 et la Légion d'honneur en 2015. Vos titres universitaires sont si prestigieux qu'il me serait impossible de tous les citer, mais allons-y quand même pour quelques-uns. Docteur d'État en droit, diplômé du 3e cycle en histoire. Vous avez obtenu un DES de droit public, une maîtrise S-lettres. Vous êtes ancien élève de l'Institut national des langues et civilisations orientales et entre autres fonctions, membre de la Société internationale pour le droit international, membre de la Commission française pour l'UNESCO, administrateur et secrétaire général de l'Office d'information, culture et immigration jusqu'en 1983, fondateur des rencontres méditerranéennes de Matera en Italie en 2014, président international de la Renaissance française. Ce ne sont que quelques-uns des merveilleux titres et des merveilleuses fonctions que vous occupez. Nous nous sommes rencontrés, puisque pour nos auditrices et nos auditeurs, on a besoin de comprendre le lien avec les insolites. Nous nous sommes rencontrés à l'UIR Sciences Po Rabat pour la remise de médaille d'or des valeurs culturelles francophones. Alors, à la chercheuse Shadia Arab, qui est une personnalité absolument incroyable, une figure franco-marocaine, et également pour la remise d'une médaille d'or à l'UIR Sciences Po en la personne de son doyen, Mehdi Alioua. Et j'ai voulu vous inviter, puisque j'étais moi-même une des invitées, des conférencières sur un thème qui était Femmes de lettres en société. Et j'ai eu très envie, puisque l'occasion s'est présentée de votre venue à Tanger, de découvrir plus avant vos différentes fonctions et notamment les différentes activités de cette association passionnante, la Renaissance française. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, cher Denis? Et merci. D'abord, bonjour, et je vous dis tout le plaisir que j'ai à me trouver face à vous, et vous connaissant déjà un peu, et connaissant votre réputation, et surtout l'antre que vous avez créé à Tanger, les Insolites, qui est un endroit merveilleux, et que je recommande à tous de venir visiter lorsqu'ils passent à Tanger ou lorsqu'ils vivent à Tanger. Et oui, la Renaissance française est en réalité une vieille institution puisqu'elle est née en 1915. Et elle est née, quand on dit 1915, on est un peu surpris parce qu'on est là en pleine guerre, ce que l'on a appelé la Grande Guerre. Et 1915 a peut-être été la pire des 5 années du conflit. Mais on est saisi de voir qu'il y a des hommes qui, en cette période-là, ont pensé à la paix. Et la Renaissance française est née dans une idée de paix en pleine guerre. C'est assez extraordinaire et assez beau. Il faut dire qu'elle a été créée par Raymond Poincaré, qui était président de la République à l'époque, et Raymond Poincaré n'aimait pas du tout la guerre, je dirais même que c'était un pacifiste. Mais il faisait son devoir. La France était en guerre, il était président de la République, il s'est rendu sur les champs de bataille, il a fait honneur à sa fonction, mais son obsession était l'après-guerre. Et si bien qu'il a confié 2 missions à la Renaissance française, il a été entouré d'hommes éclairés aussi pour créer cette institution. 2 missions. La première, c'était de faire revenir
en Alsace et en Moselle, les régions qui avaient été germanisées depuis presque 50 ans, de faire revenir la langue française et la culture francophone, et d'où le nom de Renaissance française. Renaissance française se réfère à cette période de retour de l'Alsace et de la Moselle. Et la seconde mission était de contribuer à la reconstruction de la paix en Europe et au-delà. Et je dois dire que la Renaissance française a été vraiment à la hauteur de la mission qui lui a été confiée, puisque dès 1916, dans les zones qui étaient déjà libérées, elle s'occupait d'enfants, elle s'occupait de la jeunesse. Énormément d'enfants ont été recueillis par la Renaissance française et par Madame Poincaré elle-même, qui s'est investie totalement. Donc, énormément d'enfants ont été recueillis, certains ont été scolarisés à Paris, enfin un petit peu partout. Et puis, dès 1919, la Renaissance française était déjà en contact avec la société civile en Allemagne, en Bulgarie, en Hongrie, en Serbie, très vite au Liban et en Égypte. Et puis, dans les décennies qui ont suivi, la Renaissance française est allée plus loin et nous sommes aujourd'hui sur les 5 continents avec des délégations évidemment en France, une bonne vingtaine en France et une quarantaine dans des pays hors de France. Donc ça va du Japon aux États-Unis en passant par la Russie, par la Serbie, par l'Arménie, par la Géorgie, le Liban, le Cameroun, etc., etc. Et donc, oui, c'est une institution de paix. Nous disons la paix par la culture. Nous disons même la paix par le savoir et la culture. Parce que nous considérons que nous avons notre rôle à jouer. Le monde est agité et notre rôle est d'essayer de provoquer des rencontres, et des rencontres avec des gens qui, a priori, n'auraient aucune possibilité de se rencontrer. Et cette rencontre doit permettre le dialogue et puis l'échange, et si possible le partage. Et c'est pour ça que nous disons la paix par le savoir et par la culture. Parce que il est bien évident que plus on se connaît, plus on a des chances d'avoir des relations de paix. C'est ne pas connaître la culture de l'autre qui est souvent à l'origine des conflits. Lorsqu'on rencontre l'autre, qu'on sympathise, il ne peut plus être un ennemi. Il ne peut plus être un ennemi. Ce sont de belles paroles. Je souhaite que les politiques, puisque tôt ou tard nous devons toujours utiliser ce terme, les politiques nous entendent. On a beaucoup parlé littérature ces derniers jours. Vous êtes venu à la librairie, vous avez découvert beaucoup d'auteurs que j'aime défendre. Certains sont des auteurs disparus depuis longtemps, mais qui existent évidemment toujours à travers leurs écrits et leurs livres. D'autres sont toujours vivants. J'ai envie de vous poser une question un peu plus personnelle. Que vous a apporté la littérature en introduction? Nous parlions de votre maîtrise S-Lettres. Donc, moi, je retiens ce qui m'intéresse dans votre parcours. Et qu'a apporté la littérature? En effet, nous parlons beaucoup de paix. Nous sommes encore dans un monde, plus de 110 ans après la Première Guerre mondiale française, qui est en guerre. Comment faire pour que cette littérature ne soit pas seulement un ornement de nos sociétés? La littérature, évidemment, c'est pas à vous que je vais le dire. Elle est essentielle. Elle est essentielle. La littérature contient tout. C'est-à-dire que beaucoup plus que les livres d'histoire et les autres livres, la littérature nous donne la réalité des choses. Et je crois qu'il faut toujours renvoyer les êtres humains vers les livres
et notamment vers les romans, pour mieux comprendre le monde. Parce qu'il s'agit bien de ça. Il s'agit de mieux comprendre le monde. Et on ne peut bien le comprendre qu'à travers les livres, et j'insiste, à travers la littérature. Moi, personnellement, la littérature, je suis incapable d'utiliser les mots nécessaires pour lui dire ce que je lui dois. Elle m'a apporté depuis mon enfance tout ce que je suis, je dirais. Et je continue. Parce que la littérature, c'est une découverte, et c'est une découverte constante, permanente. Et le bonheur de la littérature, c'est que elle nous donne de la joie lorsqu'on lit, mais elle nous donne de la joie encore après la lecture, parce qu'elle nous imprègne, on réfléchit, on analyse, on revient sur des idées qui étaient contenues dans le livre qu'on vient de laisser et auquel on n'avait peut-être pas prêté suffisamment attention. Il y a un travail qui se fait en nous. C'est bien Umberto Eco qui attachait une grande importance à la lecture, c'est-à-dire au lecteur, dont il disait qu'il prolongeait le livre. Et je crois assez à ça, effectivement. Les lecteurs poursuivent le livre et doivent à leur tour jouer leur rôle non seulement en analysant, mais en parlant. Et vous, chez vous, justement, c'est merveilleux parce que vous organisez des rencontres et vous faites en sorte que non seulement les auteurs parlent à ceux qui écoutent, mais faites en sorte que ensuite ceux qui ont lu, ceux qui ont écouté, deviennent eux-mêmes des gens qui vont transmettre le message. Et ça, c'est merveilleux. La littérature est un monde merveilleux. Oh oui. Quel serait l'auteur ou les auteurs, alors ça inclut évidemment les messieurs et les mesdames, que vous avez envie de tenir par la main encore à travers leurs livres? Est-ce qu'il y a vraiment des plumes? On vient de parler d'Umberto Eco. Y a-t-il d'autres écrivains? Vous vivez à Rome en grande partie de votre temps, et je pense que forcément ça influe un parcours de lecteur, hein, l'endroit où l'on vit. Est-ce qu'il y a vraiment un écrivain ou une écrivain dont vous vous dites il faut absolument que je partage ces livres, il faut que j'en parle, à qui que ce soit d'ailleurs? Il y en a beaucoup. J'imagine. Il y en a beaucoup. Si vous m'obligez à en mettre un en numéro 1, je dirais Camus. Camus m'habite. Son œuvre est d'une telle richesse que l'on peut constamment relire Camus. C'est toujours avec le même bonheur. Et Camus, justement, porte à la réflexion. On ne peut pas laisser un livre de Camus sans en être imprégné et sans y penser. Ça n'est pas possible. La voix de Camus, qui était très belle d'ailleurs, la voix de Camus, continue à vivre en nous. Et quelle que soit l'œuvre de Camus, il y a une nouvelle de Camus que j'aime particulièrement, c'est L'Hôte. Mais cette petite nouvelle, ce qu'elle peut contenir, c'est incroyable. Elle est d'une richesse phénoménale. Mais toutes les œuvres de Camus sont riches, y compris une œuvre qui est très négligée, que l'on considère comme la première de ses œuvres. C'est pas absolument certain qu'elle ait été la première, c'est La Mort heureuse. Ah, j'aime beaucoup ce livre, qui préfigure de l'étranger finalement, Mais et les grands thèmes de l'étranger. Mais bien sûr, tout à fait. Mais bien sûr. Et qui porte en germe toute l'œuvre de Camus, et qui est déjà fort bien écrite et qui est fort bien construite. J'aime beaucoup la relire, alors qu'elle est très négligée aujourd'hui. C'est regrettable. Mais là, je ne vous ai parlé que d'un auteur. Il y en a bien d'autres. On pourrait parler de Chateaubriand, dont j'aime l'écriture, qui est une langue merveilleuse. On pourrait parler de Flaubert.
évidemment de Stendhal qui nous ramène à l'Italie et qui nous ramène à l'Italie, même à des coins de l'Italie qu'il n'a pas connus, mais qu'il décrit merveilleusement, parce que Stendhal a compris l'âme de l'Italie. C'est André Siegfried qui parlait de l'âme des peuples. Et Stendhal a compris l'âme du peuple italien. Et c'est pour ça que c'est merveilleux. Et puis avec son sens du romanesque extraordinaire. Oui. Et j'ai toujours plaisir à relire Stendhal, oui. Ah oui, c'est un grand plaisir, Stendhal. Ah oui. Justement, Stendhal, on a cité beaucoup d'auteurs français qui mettent en avant une certaine pratique de cette langue. Nous sommes maintenant à une époque où le français tendrait à être un peu mis en difficulté par l'anglais. Il a toujours été finalement, même depuis Rivarol, qui est tenté désespérément de défendre le français. Qu'auriez-vous envie de dire à ces détractrices et détracteurs du français? Beaucoup disent c'est une langue difficile, c'est une langue élitiste, c'est une langue réservée à une catégorie de personnes, c'est une langue moins commerciale, moins facile à utiliser que l'anglais par exemple. Vous auriez envie de leur répondre quoi? Oui. Effectivement, la langue française est parlée un petit peu partout dans le monde. Un petit peu partout dans le monde, il y a des pays francophones, il y a des pays partiellement francophones, il y a ce que j'appelle des communautés francophones dispersées, c'est-à-dire des communautés importantes, mais isolées un petit peu partout. On pourrait parler de Pigüé en Argentine, on pourrait parler de cette communauté que constituent les descendants de ceux qui sont arrivés avec Ferdinand de Lesseps au Panama. On pourrait parler des poches de Français qu'il y a dans le Maine, etc., sans parler évidemment ce qu'on appelait autrefois les comptoirs de l'Inde, avec Pondichéry notamment. Et le français est parlé un petit peu partout dans le monde. Mais ce qu'on ne réalise pas suffisamment, en France notamment, c'est l'amour qu'il y a pour la langue française. Il y a un amour de la langue française qui est immense. Et je peux vous dire que, à travers la Renaissance française, nous rencontrons partout des gens qui sont vraiment des amoureux de la langue française et qui ont un plaisir immense à l'utiliser ou à lire des ouvrages en français. Nous, à la Renaissance française, nous le disons bien avec beaucoup d'insistance, nous ne sommes en rivalité avec aucune autre langue, absolument aucune autre langue, aucune autre culture, et évidemment pas avec l'anglais, qui est une très belle langue, mais malheureusement le plus souvent massacrée, alors que le français l'est beaucoup moins, parce que justement, il y a beaucoup plus d'amoureux du français, je pense, que d'autres langues. Il y a quelque chose de très particulier. Le lien qui peut se nouer avec la langue française est quelque chose de très fort. Et donc, partout, la langue française peut être parlée avec des accents différents, avec des expressions nouvelles qui sont souvent merveilleuses. Je contribue actuellement à un dictionnaire des Français et on y trouve des expressions absolument splendides. Et donc, un petit peu partout, le français s'enrichit, mais il reste le français. Il reste le français. Et les locuteurs veulent qu'il reste le français. Même s'ils utilisent des expressions nouvelles, s'ils le parlent avec des accents qui peuvent quelquefois être merveilleux. Et il y a certains accents que je préfère encore aux accents de France. et même, donc, même indépendamment de ce que je viens de dire, il y a un amour pour une belle langue française et un amour pour sa littérature.
Et non, moi je ne suis pas inquiet pour la langue française. Elle peut très bien vivre à côté d'autres langues, mais elle vivra parce que elle a, elle a vraiment tous ses amoureux qui la protègent. Et ils C'est sont bien. infiniment nombreux. Finalement, oui, ça vous le savez, vous qui voyagez tant. On va parler aussi du prix littéraire de la Renaissance française, parce que ça m'intéresse beaucoup, bien sûr, en tant que libraire et puis amoureuse des livres aussi. L'année dernière, puisque c'est déjà l'année dernière, en 2023, le prix de la Renaissance française a été remis à Natacha Apana pour son très beau récit La mémoire des lavés dans la collection Traits et Portraits, qui est dirigée par Colette Fellouz, que j'ai eu la chance de recevoir et d'accueillir à Tanger aussi. C'est chez Mercure de France. Très régulièrement, il publie Très belle maison. des sortes d'autobiographies fragmentées, extrêmement sensibles, très belles. Il y avait celle de, je pense à celle de Yannick Enel, celle de Guyotat avec Coma. Enfin, Colette Fellouz fait un travail assez admirable. Et j'ai appris, grâce à vous récemment, qu'elle avait obtenu ce prix. J'avais moi aussi été très touchée par ce texte où elle raconte euh, la vie de sa famille et par-delà ça, le destin de ces Indiens qui sont venus travailler sur l'île Maurice il y a déjà de nombreuses décennies. Euh, En quoi consiste ce prix et comment sont choisis les livres et les auteurs qui vont pouvoir concourir à ce prix? Et puis évidemment, qui compose le jury? Bon, j'ai les réponses un peu, mais voilà. En quel honneur ce prix qui m'a l'air très très prestigieux, qui est prestigieux? Et pourquoi est-ce Natacha Apana l'année dernière qui a obtenu le prix littéraire de la Renaissance française? Je vous dirais que l'ouvrage de Natacha Apana s'est très vite imposé parce que elle a une langue superbe et elle traite d'un sujet lourd, grave, difficile et particulièrement difficile pour elle parce que ça, ça a fait, ça lui a fait revivre des moments douloureux vécus par sa famille, mais elle le traite avec une telle élégance, une telle douceur, sans jamais se plaindre, sans jamais essayer de se faire passer pour une victime, pas du tout. Elle traverse tous ces moments vécus par sa famille en poète. Et donc oui, son livre s'est imposé pour donc le prix littéraire de la Renaissance française, qui est un prix qui est attribué chaque année à un écrivain dont le français n'est pas la langue maternelle. C'est la Renaissance française a voulu s'intéresser particulièrement à tous ces écrivains dans le monde qui ont choisi délibérément la langue française pour construire leur œuvre alors que ça n'était pas leur langue maternelle. Les exemples sont infiniment nombreux, infiniment nombreux. Et là, chaque année, nous avons à choisir entre un bon nombre d'écrivains. Alors, il y a une commission que l'on appelle la commission des prix, qui pendant toute l'année lit des ouvrages avec l'aide des libraires, avec l'aide des éditeurs. Ils vont à la recherche de ces auteurs et de ces ouvrages. Et puis la commission des prix, donc après avoir travaillé pendant plusieurs mois, propose au jury trois ouvrages, et le jury, qui est présidé par Daniel Rondeau de l'Académie française et qui compte des écrivains libanais, turcs, français, effectivement un très beau jury, et choisit parmi les trois ouvrages qui lui sont proposés. Et c'est comme ça donc que Natacha Apana s'est imposée la dernière fois, donc en 2023. En 2023, auparavant, il y avait eu, ça avait été une Italienne, Simonetta Greggio, ça avait été un Vénézuélien chilien,
et que vous connaissez, Miguel Bonnefoy. Qui fut invité aux Insolites avec Daniel Rondeau. Enfin, pas en même temps, mais ce Oui. sont des visiteurs invités des Insolites aussi. Oui, on a eu deux Vietnamiennes, deux Russes, une Russe et un Russe. On a eu un Argentin, un Migorena. Ah oui, fantastique aussi, Oui, Santiago. et je dois dire que tous les écrivains qui ont été choisis ont beaucoup plu. Et, et le prix a eu de l'importance pour eux. Mais à côté du prix littéraire de la Renaissance française, il y a un prix La Renaissance française qui est décerné dans le cadre de l'Académie des sciences d'outre-mer de France. Et il y a aussi la médaille d'or de la Renaissance française qui est attribuée à peu près chaque année à un auteur confirmé. Un auteur confirmé qui est en principe un auteur non français. Ça pourrait être un français aussi, mais il se trouve que il y a eu Boualem Sansal, algérien, il y a eu Kenneth White, écossais, parce qu'il ne voulait pas qu'on dise autre chose que écossais. Il y a eu Jacques de Decker, belge, qui écrivait autant en néerlandais qu'en allemand et qu'en français. Donc, il y a eu Vassilis Alexakis, grec, Akira Mitsubayashi, japonais, Metin Arditi, turc, Alexandre Najar, libanais, et le tout dernier est marocain. Et nous en sommes très heureux, puisque là, je me trouve au Maroc et ça me fait très plaisir de le dire, que, évidemment, c'est un grand écrivain qui est reconnu avec lui, un anthropologue et un homme qui a réfléchi sur les religions. Fawzi Scali, évidemment, je crois que oui. Je crois qu'on avait déjà deviné qu'il s'agissait de Fawzi Scali. Et oui, donc les prix de la Renaissance française sont importants et en tout cas, nous, ils nous importent beaucoup. Ils nous importent beaucoup et en tout cas, ils permettent de mettre en évidence des œuvres qui sont toujours des œuvres importantes. Cher Denis, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de l'entretien. Alors, on essaye de respecter un format. Merci infiniment. Entre-temps, la pluie a cessé et les oiseaux du jardin de la maison de Tanger chantent, on les entend. Enfin, peut-être pas à la radio, mais nous, oui. Merci infiniment. Encore un très beau et long parcours à travers le monde pour si bien dire la langue française et si bien la promouvoir. Merci beaucoup et à bientôt, auditrices et auditeurs de Radio Les Insolites. Merci.